Je suis ravi de vous retrouver sur LCI et sur Radio Classique. Bertrand Delanoë, je suis ravi de vous retrouver aussi. On va parler de la bataille de Paris, parce que maintenant c'est une véritable bataille, mais je voudrais qu'on mette quand même l'accent sur cette affaire de Sephora, parce que j'entendais non seulement à Radio Classique, mais sur d'autres radios, les gens qui hurlent en disant « Mais de quoi se mêle la justice dans le contexte social d'aujourd'hui, qui consiste à empêcher une direction, des syndicats maison et les salariés de travailler après 21h ?» D'abord, nous sommes à l'état de droit, donc c'est normal que la justice dise le droit. Ouais, mais deuxièmement, que la loi change. monsieur Guillaume Durand. Deuxièmement, pour ce qui concerne le travail en dehors des heures de la vie familiale, parce que n'oubliez pas que les travailleurs de ces établissements qui restent tard le soir, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants. Ils ont envie de rester. Ça dépend lesquels. Catastrophe d'une salariée ce matin que j'ai... Guillaume Durand, parlez pas tout seul, vous m'interrogez, vous n'écoutez pas la réponse. Si, je vais écouter. Ça marche bien quand les employeurs négocient avant avec les organisations représentatives des salariés les conditions dans lesquelles cela peut ouvrir le soir. Il y a plusieurs magasins sur les Champs-Élysées où pour le travail du soir ou même le travail du dimanche, parce que là c'est justifié quand cela s'adresse aux touristes, eh bien, lorsque les employeurs ont pris le soin de bien travailler en amont avec les organisations de salariés, tout se passe normalement. Mais vous vous rendez compte Il ne faut pas que le travail en dehors des heures normales devienne une banalité. Il faut que ce soit une exception. D'accord, mais vous vous rendez compte que dans une ville qui accueille des millions de touristes, c'est votre ville, je la connais. Pour l'instant, ils ont fait condamner le BHV, les Galeries Lafayette, Monoprix, Apple, Uniqlo. C'est quand même assez délirant par les temps qui courent. De cette crise-là, il faut sortir par le haut, c'est-à-dire que les employeurs et les organisations de salariés trouvent le chemin pour que dans certains cas, pas tout le temps, pas de manière systématique, si vous voulez, on parlera du travail du dimanche, il puisse y avoir des horaires décalés adaptés à la demande des usagers, des clients, mais pas de manière systématique, et il faut que ce soit de manière concertée avec les salariés. C'est 20% du chiffre d'affaires du magasin. Sephora, c'est un emblème par rapport je connais très bien. C'est 20% du magasin et 25% de salaire en plus pour les employés. Je pense que la direction de Sephora n'a pas pris le temps, le soin de bien élaborer ça avec ses salariés. D'autres enseignes l'ont réussi. Est-ce qu'il ne faut pas changer la loi ? Si elle doit être changée, que ce soit par le dialogue social et avec les employeurs et avec les organisations syndicales, mais par exemple, sur le travail du dimanche, je constate qu'on dit beaucoup de bêtises. D'abord, le travail du dimanche n'est justifiable que là où il y a des consommateurs éventuels que l'on n'a pas dans la semaine. Deuxièmement, il y a un enjeu philosophique, presque spirituel, dans le fait que il y a un jour de la semaine où la vie de famille, la rencontre est possible. Attendez. Et ensuite, là où il peut y avoir une justification pour le travail de dimanche, c'est élaboré. J'ai autorisé moi-même sur les Champs-Élysées certaines enseignes à ouvrir le dimanche parce qu'elles avaient avant trouvé un accord avec leurs salariés, gagnant-gagnant, et qui fait que là, ça devient justifié. Donc c'est toujours un problème de négociation. C'est un problème d'intelligence, de pragmatisme et de justice. C'est normal que des employeurs... aujourd'hui. Monsieur Durand, c'est normal que des employeurs veuillent, avoir un chiffre d'affaires plus important. Mais c'est aussi normal que les travailleurs y aient un intérêt et un bénéfice. Voilà. Deuxième sujet, il est important. Alors, globalement, pardonnez-moi, je vais être très franc, comme d'habitude, le reproche qui est fait à Anne Hidalgo, c'est d'être une sorte de doublure amoindrie de Bertrand Delanoë. C'est en tout cas... regardez comme vous êtes méprisant quand vous dites ça. Je vous signale que dans l'autre camp, c'est-à-dire le vôtre, on traite NKM de Marie-Antoinette en jupon. Attendez. Mais vous n'êtes pas un acteur, vous êtes un journaliste. Je cite. Bon. Anne Hidalgo est la première adjointe de la ville de Paris depuis 12 ans et demi. Depuis 2008, elle est en charge de l'urbanisme, c'est-à-dire les 10% du territoire parisien qui sont en rénovation, l'écoquartier des Batignolles. Je vais vous parler tout à l'heure d'Alfréciné, où nous aménageons avec un entrepreneur privé, la Caisse des dépôts, 100 000 mètres carrés dédiés à l'économie numérique. Tout ça, Anne Hidalgo a été copilote avec moi. Alors aujourd'hui, elle est en première ligne, ce n'est pas une doublure, c'est une candidate à la mairie de Paris. Elle a démontré, elle,
non seulement son attachement à Paris, mais sa compétence. Et je pense que pourquoi les sondages... tout propos condescendant à son égard, qu'on critique ses propositions, très bien. Mais les propos condescendants me paraissent assez méprisants pour les Parisiens. Mais pourquoi les sondages se resserrent-ils, puisque semble-t-il, on a toujours dit que Paris, dans le contexte de son évolution sociologique, était plutôt à gauche. C'est qu'il y a une faiblesse quand même. Monsieur Durand, d'abord, lorsque nous avons gagné à Paris en 2001, il n'y avait pas eu de majorité à Paris de gauche depuis 100 ans. 100 ans. Bien. Deuxièmement, il y a un climat national qui n'est pas favorable à la gauche. Tout à l'heure, monsieur Tabar parlait du blues et il y a un réel mécontentement. Troisièmement, les sondages, pour le moment, donnent Anne Hidalgo gagnante. Mais une élection, c'est toujours incertain. C'est toujours le peuple qui est au-dessus des candidats et qui a le dernier mot. Donc moi, je dis vive la démocratie, que les candidats aussi, confrontent leur point de vue, qu'il y ait une exigence de vérité, parce que pour le moment, je vois beaucoup de caricatures et de mensonges, et à partir de là, laissons les Parisiens choisir entre eux une nouvelle étape. Mais la bataille de Paris, elle est symbolique. De la dynamique, parce que je vous signale... Vous rendez compte que la bataille de Paris, dans le contexte national des municipales, ça va devenir finalement le résultat que tout le monde va attendre. Oui, mais monsieur Durand, souvenez-vous, quand j'ai été candidat en 2001, on disait le petit chose, on disait le... bon, bref. En fait, depuis 13 ans, les Parisiens ont reconquis une dynamique. On a 120 000 habitants de plus, on a 15 000 familles de plus, 68 000 entreprises. Bon, alors que Paris, quand la droite, les amis de Madame Kosciusko-Morizet dirigeaient Paris, on perdait les habitants par centaines de milliers, les emplois, idem. Il y a une proposition d'Anne Hidalgo et de son équipe pour une nouvelle étape dans cette dynamique. Laissons les Parisiens écouter, juger. Vous savez, les citoyens de Paris, je les connais, ils sont intelligents et ils voient clair à travers, je veux dire, les polémiques. Mais est-ce que vous allez inutiles. La défendre jusqu'au bout, Anne Hidalgo ? Et pourquoi pas ? Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais simplement, je suis complètement aux côtés d'Anne Hidalgo, mais le meilleur service que je puisse lui rendre d'abord, c'est d'être maire jusqu'à la dernière seconde de mon mandat. Deuxièmement, d'être à ses côtés, de l'épauler tant qu'elle veut, mais de la laisser déployer sa personnalité qui est riche. C'est une femme qui a du tempérament, qui a des idées, qui aime et qui connaît Paris. Et moi, j'ai totalement confiance dans la liberté qu'elle doit prendre, y compris vis-à-vis de moi. On a plein de sujets. Si je vous prends par la main et qu'on va se promener au Champ de Mars cet après-midi, vous allez découvrir effectivement cette affaire de Rome. Je ne vais rien découvrir du tout, monsieur Durand. Mais vous connaissez. Mais vous savez que vous voyez, par exemple, dans les espaces publics, les Roms poursuivis par la police, tout ça fait un tour, etc., etc. On a l'impression que les gens qui se promènent sont l'otage de pickpocket. C'est pas un rapport avec le Front National, c'est une réalité. Monsieur Durand, d'abord, le problème des Roms n'est pas un problème qui a 16 mois. Comme on est en pleine campagne. Attendez, il ne date pas de l'élection de François Hollande. Moi, depuis le début, je gère ce sujet en tant que maire de Paris avec la préfecture de police, quel que soit le gouvernement. Quelle est la politique que je demande et que je mets en œuvre avec la préfecture de police ? Je n'accepte pas le désordre sur la voie publique. C'est-à-dire que nous évacuons... Mais attendez, monsieur Durand. Est-ce que vous savez que depuis le début de l'année, nous avons évacué à Paris 18 campements de Roms. 18. En revanche, avec l'ancienne majorité comme avec l'actuelle, je m'efforce, moi, de proposer à toutes les personnes concernées un accompagnement humain. Si on propose un hébergement, on propose la scolarisation des enfants, ils acceptent ou ils refusent. Mais à partir du moment où on a fait ces propositions-là, alors l'évacuation du campement a lieu. Je peux finir ? Bien sûr, mais... Ce que je constate, c'est que la gauche, en toutes circonstances, et notamment à Paris, avec le ministère de l'Intérieur, gère le problème sérieusement. Alors que la droite l'exploite, alors que quand elle était en responsabilité... Parce que moi, je suis maire de Paris depuis 12 ans et demi. J'ai eu 10 ans de gouvernement de droite. J'ai toujours été dans une attitude constructive vis-à-vis de la préfecture de police, qui est responsable de la sécurité. Et croyez-moi, il y a 4 ans, 5 ans, je discutais avec le préfet de police des Roms, des gangs, des désordres. Et je recule sur ma chaise, mais le problème n'est pas réglé. Mais bien sûr qu'il n'est pas réglé. Allez à une carte bleue, vous voyez... Je suis aussi parisien que vous, et je connais aussi bien le terrain que vous. Hein. Bertrand, je sais qu'il n'est pas réglé. Je ne veux pas faire dans la caricature, et ni dans la stigmatisation, ce serait épouvantable. Voilà. Mais c'est vrai que a fait Madame Kosciusko-Morizet. Elle a été dans la stigmatisation. Ce problème n'est pas réglé.
il n'est pas réglé, mais il est traité. Je vais même vous donner un exemple. Moi, en tant que maire de Paris, j'ai demandé à Orange de supprimer les cabines téléphoniques qui n'étaient plus utilisées pour le téléphone et qui servaient en fait pour mettre des effets de robe. Je l'ai fait et elles ont été supprimées. Ce que je veux dire par rapport à la droite qui exploite de manière malsaine, c'est que il y a 3 ans, il y avait des Roms et là, elle trouvait tout magnifique. Bon, donc ces sujets-là, ils doivent être traités avec sérieux, avec courage, avec honnêteté, avec des principes et le sens de l'efficacité. Et ils ne doivent pas être exploités, parce que quand ils sont exploités, en fait, les repères sont brouillés, et c'est ainsi que l'extrême droite fait son miel. Pascal Cherki a traité NKM de Marie-Antoinette. Passons, mais ça prouve que quand même le climat n'est pas au sommet. L'un des reproches qui vous est fait... Ils m'ont traité de suffisant, je crois. Est-ce que vous considérez, parce que c'est un des reproches qui vous est fait aussi par NKM, je passe sur les impôts, parce que ça a déjà été traité, mais... Oui, mais là, Madame NKM, sur les impôts, plus a 40%. Fait volontairement... Mais non, elle a fait volontairement, elle a émis un mensonge. Les recettes fiscales à Paris ont augmenté de 40%, effectivement, parce qu'il y a 120 000 Parisiens de plus et 68 000 entreprises de plus. En revanche, les impôts n'ont augmenté que 2 fois en 13 ans, et je veux bien comparer avec les villes de droite, une fois de 9%, une fois de 8%, et ils sont les plus bas de France. Ils sont 2 à 3 fois inférieurs à ceux de Bordeaux, qui servent de référence à Madame Kosciusko-Morizet. Dernier point, parce qu'il nous reste à peine... Donc, de la vérité. Il nous reste à peine 30 secondes. L'un des derniers reproches qui vous est fait, c'est de ne pas suffisamment insister, justement, sur les nouvelles technologies, les entreprises... Mais vous plaisantez. Vous plaisantez. Le cabinet de Deloitte n'est pas un cabinet partisan. Il considère la ville de Paris comme la plus innovante d'Europe. Dans mon 2e mandat, nous avons investi 1 milliard d'euros sur l'innovation. Quand je suis arrivé à la mairie de Paris, il y avait 5000 mètres carrés de pépinières d'entreprise. Vous savez combien il y en a aujourd'hui ? 100 000. Et aujourd'hui même, avec Xavier Niel et Jean-Pierre Jouyet, patron de la Caisse des dépôts, nous allons lancer un projet extraordinaire dans le 13e arrondissement, la Halle Fraissinet, avec l'architecte Jean-Michel Villemotte, où vont s'installer 1000 startups. L'ensemble de la ville de Paris est en fait un quartier numérique et l'économie de l'intelligence a fait des progrès, des bons à Paris, mais ne dites pas des choses qui décourageraient ces jeunes entrepreneurs. Je ne les décourage pas, je reprends les arguments de la campagne. Qui sont nombreux, qui sont bons, qui créent des emplois. Est-ce que vous savez qu'on a créé 70 000 emplois à Paris, alors qu'on les perdait par centaines de milliers quand la droite dirigeait Paris ? Merci Bertrand Delanoë d'être venu ce Guillaume matin, Durand. donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On retrouve évidemment LCI Christophe et puis sur Radio Classique, bien évidemment, Christophe et Magali, et sur Radio Classique dans un instant Sophie Paulini. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.